Afin qu'il fait les bâtiments, bien des flotte nos rêves, et que plus jamais ne s'achève l'espérance de liberté. Et toi, pour nous porter, allons d'une allure fière, sortons enfin des frontières de l'inégalité. Restons amis sur l'étoile, ensemble allons naviguer par le chemin des étoiles. Cette vidéo est organisée en fonction de la journée du drapeau du Québec, là, qui a lieu toujours généralement dans ces dates-là précisément, enfin le 20, généralement le 21 ou le 21, on en reparlera de la date, le 21. Le 21 janvier. Et ça a toujours été pour nous, la Société Jean-Baptiste de Québec, un événement important dans l'année et que nous tenions à souligner. Et nous apprécions beaucoup votre présentation qui nous permettra d'avoir cette année une commémoration un peu plus intéressante et éventuellement intelligente, bien entendu. Eh ben, merci. Donc, je vous passe la parole. Merci de me permettre de parler de ce sujet-là qui m'intéresse pas mal parce que j'ai beaucoup travaillé dans mes recherches sur les questions de symboles et de passage de symboles entre la France et la Franco-Amérique. Oui, et quand on regarde le drapeau, pardon, excusez-moi, c'est que j'ai un léger décalage. Oui. Vous m'entendez? Et oui, je disais, par rapport au drapeau, quand on voit le drapeau du Québec venant de France, on a une espèce de fausse apparence de continuité parfaite. Quand on voit ce drapeau avec à croix et à fleur de lys, on a un sentiment que finalement, il a dû flotter tout le temps d'une certaine manière. Ça crée une espèce de sentiment temporel un peu curieux. Et alors qu'en fait, il y a une histoire très agitée autour des symboles nationaux au Québec. Et je pense que c'est intéressant de voir comment ça s'est retourné un peu dans le temps. Alors, à l'époque de la Nouvelle-France, en fait, il n'y a pas un drapeau. Il y a une pluralité de drapeaux qui sont utilisés. Il y a un drapeau qui est utilisé, qui est le drapeau de la marine, qui est utilisé jusqu'aux années 1760, qui est un drapeau bleu à croix blanche, sans fleur de lys. En fait, le drapeau actuel du Québec reprend ce fond de drapeau de marine. À côté de ça, il y a le drapeau blanc, qui est en fait le drapeau de la nation depuis Henri IV. Et puis, il y a le bleu avec fleur de lys qui, lui, symbolise la maison des Bourbons, donc la dynastie régnante. Donc, on a une série de drapeaux comme ça qui cohabitent. En 1763, quand le traité de Paris transfère la souveraineté à la Grande-Bretagne, c'est plus que l'Union Flag, le drapeau de l'Union de l'Écosse et de l'Angleterre, qui devient drapeau légal. Et on voit d'ailleurs, après la cession, qu'il y a des instructions qui sont données par le gouvernement britannique pour faire disparaître les symboles du régime précédent. Donc les symboles du régime précédent, c'est le drapeau blanc, les fleurs de lys, sous leurs différents agencements. Et ces ordres-là sont redonnés régulièrement jusqu'en 1792. N'empêche qu'on a l'impression qu'en fait, sur le terrain, les symboles de l'époque française disparaissent pas tout à fait. Par exemple, dans les années 1770-1780, lorsque les communautés canadiennes de l'Ouest, actuellement aux États-Unis, au pays des Illinois, etc., font de la diplomatie avec les autochtones, ils utilisent le drapeau blanc. Pour faire face aux Américains au moment de la Révolution américaine, ils utilisent le drapeau blanc, comme s'ils étaient toujours français. Ils n'ont pas aboli les vieux symboles de la Nouvelle-France, en fait. Et on a un peu l'impression que ça s'est maintenu comme ça. Par exemple, j'avais vu des affaires dans des églises. Il y avait des Mariannes, pardon, des Vierges Marie dans des églises québécoises avec des fleurs de lys.
et les Britanniques demandaient à ce qu'elle soit retirée. Il y avait une résistance des populations pour sauver ces symboles à moitié religieux, à moitié patriotiques, vous voyez. Donc il y a eu cette première période-là où après la cession, les gens, il y a eu une sorte de guérilla symbolique où on maintenait les symboles français. Avec la Révolution française, là, tout va changer. Parce que avec la Révolution française, les fleurs de lys et le drapeau blanc, c'est plus le drapeau en France. En France, ça devient le drapeau bleu, blanc, rouge. Et alors là, on voit quelque chose de très marrant au Canada, c'est que les Britanniques arrêtent de faire la chasse aux fleurs de lys. Au contraire, ils laissent la noblesse canadienne vanter les Bourbons, faire des chansons à la mémoire de Louis XVI. On affiche des fleurs de lys comme symbole de fidélité à la monarchie. Et on se met à dire que la conquête anglaise a sauvé les Canadiens contre la Révolution. Et là, vous voyez le renversement. Les fleurs de lys qui étaient des symboles de contestation deviennent des symboles d'auxiliaire du pouvoir. Là, il y a un renversement qui est intéressant à ce moment-là. Et logiquement, dialectiquement, les nouveaux opposants vont se mettre à prendre des symboles français révolutionnaires. Et c'est là que, dès 1830, par exemple, en 1830, il y a une nouvelle révolution à Paris, les Bourbons tombent, et le drapeau bleu, blanc, rouge redevient le drapeau français. Et ben, vous avez une manifestation aux Sulpiciens de Montréal en 1830, où vous avez les élèves de Saint-Sulpice, parmi lesquels il y a plusieurs futurs patriotes, qui font une manifestation en chantant la Marseillaise et avec des cocardes bleu, blanc, rouge. Et de la même manière, en 1832, lorsque le Parti patriote a besoin d'un symbole, il va sortir le drapeau patriote, que vous connaissez tous, vert, blanc, rouge, à bord horizontale. Mais on le sort, en allant chercher Ludger Duvernay en prison, le journaliste patriote, on le sort en chantant la Marseillaise, ce drapeau. Et à l'époque, et en 1792, le drapeau français bleu, blanc, rouge était à bord horizontale. Et donc, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que le drapeau des patriotes, c'est un prolongement du drapeau de la Première République française de ce point de vue-là. Il y a une hybridation à l'inverse. Vous voyez, les lys sont passés du côté loyaliste, conservateur, et finalement amis du pouvoir britannique, conquête providentienne. Et vous avez des gens qui contestent ce récit-là et qui vont plutôt affirmer le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes et qui vont utiliser des symboles dérivés des symboles de la Révolution française ou qui les canadianisent. Alors là, donc, vous voyez, on a déjà plusieurs étapes, plusieurs écritures. Et la suite. Alors, la suite, c'est la défaite des patriotes. Donc, à partir de ce moment-là, le drapeau patriote ne peut plus être sorti. Il est sorti quelques fois, rarement. Mais les Canadiens vont vite retrouver un drapeau. Et alors, le drapeau que les Canadiens vont retrouver, ce sera le drapeau français bleu, blanc, rouge à bord verticale, tel qu'on le connaît aujourd'hui, tel qu'il est actuellement utilisé par la France. Alors, comment ça s'est fait ? Ben, c'est qu'en 1855, il y a un événement international dont vous m'aviez invité à parler chez vous à Québec il y a quelque temps, qui est la guerre de Crimée. Il y a une guerre qui oppose l'Angleterre et la France alliées contre la Russie. Et dans ce contexte de la guerre de Crimée, les États-Unis sont proches de la Russie. Et ça inquiète pas mal les Anglais, cette idée d'une possible guerre continentale avec les États-Unis. Et c'est dans ce contexte que la France est autorisée à rétablir des relations officielles avec le Bas-Canada, avec son ancienne colonie perdue, avec laquelle elle n'avait plus le droit d'entretenir de relations officiellement depuis la cession. Et donc, il y a un navire français qui a envoyé à cette occasion-là, qui est la Capricieuse, et on autorise la population à ce moment-là à saluer la Capricieuse avec des drapeaux français bleu, blanc, rouge. Et en fait, ce dont on se rend compte dans les décennies suivantes, c'est que la population les a adoptés. Elle ne les a jamais enlevés. On s'est mis à les mettre sur les institutions, sur les journaux, sur les universités. Les hommes politiques l'utilisent. Honoré Mercier dira dans les années 1870 ou 80, ne soyons plus bleus, ne soyons plus rouges, soyons tricolores. Il utilise le drapeau tricolore comme Premier ministre de Québec. Et donc à ce moment-là, pour tout le monde, le drapeau des Canadiens français, c'est le bleu, blanc, rouge. Et d'ailleurs, les Acadiens vont adopter leur drapeau bleu, blanc, rouge en imitant les Canadiens français. Ils vont juste rajouter l'étoile. Donc on a ce contexte-là où on a encore changé de drapeau. Et alors vous allez me dire, quand est-ce qu'il arrive le fleur-de-lysée ? Alors, le fleur-de-lysée, il arrive en 3 temps. Premier moment, c'est la fin du 19e siècle. Fin du 19e, début 20e. À ce moment-là, il y a 2 groupes au Canada qui combattent le tricolore. Il y a les cléricaux, une partie du clergé, parce que la France est redevenue une république à nouveau, et une république qui est en train de faire la laïcité, la séparation de l'Église et de l'État, et l'enseignement public laïque obligatoire. Tout ce que l'Église combat au Québec.
Donc, il y a une inquiétude et il y a l'idée que finalement, les Canadiens français seraient des Français, mais pas de la France actuelle. Donc, il faut des Français de l'ancienne France. Donc, on voit des curés, des penseurs qui essaient de ressortir des drapeaux en concurrence au tricolore. Mais globalement, ça marche pas tellement. Le moment décisif, enfin, la deuxième étape, c'est 1900-1903. À ce moment-là, vous le savez probablement, il y a la guerre en Afrique du Sud, la guerre des Boers, et vous avez l'Empire britannique qui tente d'assujettir les anciens colons hollandais d'Afrique du Sud. Et la question se pose de savoir si le Canada doit participer à la guerre comme membre de l'Empire britannique. Les impérialistes au Canada, les orangistes, veulent être solidaires de l'Empire britannique et envoyer des Canadiens. Mais les nationalistes canadiens français, eux, ne veulent pas. Et donc, ça crée des accrochages et ça crée des émeutes. Par exemple, en 1900, il y a des émeutes à Montréal et vous avez des élèves de McGill, des étudiants de McGill, qui vont fêter une victoire anglaise en attaquant les journaux francophones et en arrachant les drapeaux tricolores. Et dans les journées suivantes, vous avez des étudiants francophones qui attaquent les journaux anglophones et qui arrachent les Union Jack. Donc, ça crée une certaine ambiance à Montréal. Et là, vous allez avoir le parti clérical autour d'Elfèche Filiatro qui va revenir à l'attaque. Il va dire non seulement il ne nous faut pas le tricolore parce que c'est la République laïque, mais en plus, il faut qu'on arrache les tricolores tout de suite parce que s'il y a une guerre entre la France et l'Angleterre, ça va nous désigner à la persécution. C'est ça son discours. Donc, il faut le cacher, le tricolore, il faut l'enlever pour des raisons de sécurité. Donc, c'est la deuxième étape. Mais c'est pas encore décisif. Là, alors, et d'ailleurs, il propose un nouveau drapeau, et ce nouveau drapeau, c'est le fleur-de-lysée. Alors, les fleurs de lys sont pas dans le sens actuel, mais c'est celui-là. C'est à ce moment-là qu'il est inventé. Donc, il est inventé pour remplacer le tricolore. Mais ça marche pas très bien. Il y a des grandes figures qui défendent le tricolore, le poète Louis-Honoré Fréchette, Oliver Asselin, et les gens y sont habitués. Ce qui va être décisif, à mon avis, c'est la Première Guerre mondiale. Parce que durant la Première Guerre mondiale, les choses se sont renversées. La France et l'Angleterre sont dans le même camp contre l'Allemagne. Et l'Angleterre demande au Canada des soldats pour aller se battre contre l'Allemagne. Et quel est l'argument qu'on va utiliser au Québec? On va dire vous allez vous battre pour la France. C'est l'argument qu'on utilise. Et les affiches de recrutement canadiennes sont tricolores bleu, blanc, rouge, avec Marianne, Notre-Dame de Paris, etc. On utilise l'image de la France comme moyen de recrutement. Et je pense que c'est ça qui a tué le tricolore. Après la Première Guerre mondiale, le tricolore disparaît très très vite. Parce qu'il a été utilisé comme ça. Et alors, pour qu'on en arrive officiellement aux fleurs-de-lysée à Québec, il a encore fallu du temps. Parce que dans l'entre-deux-guerres, donc on utilise des fleurs-de-lysée, un peu de tricolore, il n'y a rien de très stable, il y a plein de propositions. Et durant la Seconde Guerre mondiale, avec la deuxième crise de la conscription, là, la propagande n'a pas tellement utilisé le tricolore, étant donné que la France était occupée, c'était compliqué, il y avait Pétain, tout ça. Donc, ils n'ont pas touché au tricolore. Mais, par contre, la conscription a créé une forte réaction contre l'idée de participer à l'Empire britannique. Encore autant en 1944 qu'en 1917. Et c'est à ce moment-là que dans le mouvement nationaliste canadien-français, ce qu'on veut, c'est enlever les Union Jack. Parce que jusque-là, le Dominion utilisait l'Union Jack et vous aviez l'Union Jack sur le Parlement de Québec. Donc, vous avez un député canadien-français à Québec qui s'appelle René Chaloux, qui était un duplessiste dissident, qui était membre d'un parti qui s'appelle le Bloc populaire, qui était une sorte d'ancêtre, un peu d'ancêtre du Bloc québécois, mais qui était à la fois un parti provincial et un parti fédéral. Et en fait, initialement, il voulait soutenir un nouveau drapeau pour le Canada, à la place de l'Union Jack. Et donc, ils avaient proposé à Mackenzie King de mettre ça au débat en 1946. Et ça a échoué. Et alors, notre René Chaloux, qui était député à Québec, il a fait une proposition en novembre 1946 où il dit « Nous proposons que l'Assemblée législative arbore un drapeau véritablement canadien. » Donc, il ne parle pas de drapeau pour le Québec. En fait, c'est une sorte de signe de protestation contre la lenteur du Canada à virer les Union Jack. C'est ça la question qui est posée à ce moment-là. Et alors d'ailleurs, les gens se disent, en fait, on vote quoi comme drapeau? Alors, il y a plusieurs propositions. Il y avait une proposition qui avait été faite pour Ottawa, qui était un drapeau blanc et rouge, avec deux triangles, un triangle blanc, un triangle rouge, et une feuille d'érable verte au milieu. Donc, les libéraux à Québec disent, on pourrait peut-être prendre celui-là, du coup, comme l'arboré à Québec. Et finalement, le débat se démêle un petit peu. Vous avez des précisions qui sont données. Ce qui s'impose très rapidement, c'est le fleur-de-lysée.
Et là, vous avez les amis de Lionel Groulx, vous avez la jeunesse laurentienne, etc., qui posent cette option-là comme étant l'option la plus naturelle. Et il y a assez peu de débats, en fait. Il y a assez peu de débats. L'option du tricolore était morte. Elle avait été tuée, ça c'est clair. D'ailleurs, quand ils évoquent dans les débats le passé, ils ont du mal à reconstituer le passé des symboles. Si vous voulez, il y a vraiment eu cette idée un peu de recouvrir l'ensemble de la séquence en prenant un symbole qui raccrochait à la Nouvelle-France directement. Mais non, c'est un. Depuis, il a été adopté. Et d'une certaine manière, il a été adopté et il a été retourné un peu comme ça. Au moment où il est adopté, c'est pas un drapeau anti-canadien forcément. C'est un drapeau anti-britannique, le fleur-de-lysée en 46-48. D'ailleurs, il y a des choses très drôles. Hein. Par exemple, en 46, j'ai vu ça. On faisait prêter serment canadien, le serment de citoyenneté canadienne à Montréal, de la toute nouvelle citoyenneté canadienne qui venait d'être créée. Les gens qui devenaient citoyens canadiens à Montréal, ils prêtaient serment devant le fleur-de-lysée en chantant le Haut-Canada. Mais c'était la citoyenneté canadienne pour laquelle ils venaient d'adhérer. Et donc, vous voyez, il y a eu un grand moment de flottement. Et au fond, le sens du drapeau, je pense qu'il s'est refixé plus tard. Il s'est refixé en fait dans les années 1960, quand le Canada a finalement adopté un drapeau. Puisque finalement, en 1965, trop tard, le Canada a adopté un drapeau canadien. Et donc là, ils ont repris la feuille d'érable qui avait été proposée en 1946 et qui n'avait pas été prise par le Québec. Et donc, et c'est là, en fait, dans ce contexte où le Canada anglais a accepté de prendre le symbole canadien, que le drapeau fleur-de-lysée a pris un sens plus affirmé, non plus tellement anti-britannique, mais opposé au pouvoir fédéral et à l'État canadien. Et c'est dans ce sens-là qu'on le connaît aujourd'hui. Et donc voilà, je pense que c'est à peu près le tour qu'on peut faire rapidement de l'ensemble des retournements de sens des symboles et des drapeaux sur 400 ans au Québec. Merci. Je vous en prie. C'est pas une question de forcément à produire par la suite, mais j'ai une petite question à poser. Ça vous dérange pas? Non, allez-y, je vous en prie. Je vous en prie. L'influence des régiments français aussi à l'époque de la Nouvelle-France sur les drapeaux par la suite, un peu. Est-ce qu'il y a une influence un peu dans la forme ou dans au moins là? Alors ouais, parce qu'en effet, les drapeaux des régiments d'ancien régime, ils avaient une croix blanche, une croix de Saint-Michel au centre et des couleurs différentes sur les côtés. Alors c'était très différent d'ailleurs. Il y avait du jaune, du rouge, du vert, ça dépendait d'un régiment. Les compagnies franches de marine, c'était des carrés bleus et des carrés rouges, donc ça faisait un drapeau bleu, blanc, rouge aussi, mais avec une croix blanche au milieu. Donc vous voyez, il y a tout un tas de situations comme ça. Ensuite, les drapeaux des régiments, ils ont été très peu présents à Québec. Quand est-ce qu'il y a des régiments à Québec? Il y a des régiments à Québec au moment du régiment Carignan-Salière et au moment de la guerre de 7 ans. Le reste du temps, il n'y a pas de régiment. Alors parfois, il y a des détachements de Suisse à Louisbourg. Ce qu'il va y avoir, c'est éventuellement les drapeaux des compagnies franches, c'est vrai. Et ce qu'il y a beaucoup, c'est le drapeau blanc, qui est le drapeau de la nation française. Donc voilà, en fait, ce qui devait dominer, c'était plutôt le drapeau blanc. Et éventuellement le drapeau des compagnies franches avec croix blanche et assortiment tricolore bleu, blanc, rouge, mais pas comme on le connaît aujourd'hui. Ça devait être plutôt ça qui se voyait dans la réalité, sachant que le drapeau totalement bleu à croix blanche de Saint-Michel, on devait le trouver davantage sur les bateaux de commerce en fait, mais pas tellement à l'intérieur du pays. Et la question des fleurs de lys en diagonale et non pas en verticale. Est-ce qu'on a une idée de cette pourquoi Alors ouais, alors ça vous voyez, c'est que ça s'est rencontré une autre tradition encore, c'est que quand Filiatro en 1903 crée son nouveau drapeau, qui est vraiment une création, ils veulent l'ancrer dans une expérience québécoise déjà connue. Et cette expérience québécoise déjà connue qu'il va utiliser, c'est ce qu'on appelle la bannière de Carillon. Alors, la bannière de Carillon, c'est un objet qui a été redécouvert dans les années 1850 et qui est en fait une bannière qui se portait verticalement avec 4 fleurs de lys tournées. Alors, je ne sais plus si c'est vers l'intérieur ou vers l'extérieur, j'hésite toujours. Ça doit être vers l'intérieur, avec au centre un blason et une figure de Marianne à l'enfant, pas de Marianne, de Vierge à l'enfant, pardon. Et en fait, dans les années 1850, il y a eu
tout un débat d'interprétation sur ce qu'était cette relique. Et alors en réalité, c'était une bannière religieuse, très probablement pour des processions religieuses, mais le folklore, à ce moment-là, le sentiment national a voulu en faire un drapeau militaire qui aurait été arboré à la bataille de Carillon, à la victoire de Montcalm de 1758. Et donc, c'est pour ça que Filiatro avait initialement mis des fleurs de lys tournées de manière un peu originale, en voulant coller à cette interprétation légendaire sur la bannière dite de Carillon. Mais la bannière dite de Carillon, il y aurait des choses à dire, par exemple. Lorsqu'elle est ressortie dans les années 1850, initialement, on l'a fait ressortir. Alors, il me semble qu'elle était portée par un ancien vétéran des guerres napoléoniennes, un ancien vétéran français. Donc, on la sort dans un contexte de commémoration militaire, mais française transatlantique, si j'ose dire. Et on la sort en chantant « Partant pour la Syrie », qui était l'hymne officiel de Napoléon III. Alors, après 1870, ce sont les ouaves pontificaux à laquelle on la confie pour la sortir tous les ans. Je crois que c'est pour la fête de la Saint-Jean-Baptiste. Et quelle chanson est-ce qu'on joue lorsqu'on la sort dans les années 1870? C'est la Marseillaise. Donc, vous voyez que la bannière de Carillon n'était pas du tout vue comme un truc opposé à la France dans les années 1850 à 1900. C'est Filiatro qui a voulu la reprendre comme un symbole opposé à la France. Quand vous lisez Crébazy, il parle de la bannière de Carillon comme d'une honorable relique, mais le drapeau, c'est le drapeau tricolore. Et vous voyez, c'était deux éléments complémentaires qui sont devenus rivaux avec le temps. Non, merci beaucoup. C'est une précision intéressante en général et pour nous en particulier en tant que société baptiste aussi un peu. Encore un petit détail qui me revient là pour vous montrer dans le présent. Si vous cherchez des drapeaux, des cousins du drapeau québécois actuel, des drapeaux à croix de Saint-Michel blanche centrés avec éventuellement des symboles autour, vous allez trouver dans le drapeau de la ville de Saint-Malo. Vous verrez que le drapeau de la ville de Saint-Malo, c'est exactement le même système, mais avec à gauche une hermine bretonne à la place du lys. Et donc, en fait, c'est le même drapeau de la marine. Et puis, ce drapeau, vous allez aussi le trouver dans l'ancien drapeau de la Martinique, qui sert à l'emoji Martinique sur Internet. Et il y a beaucoup de Québécois qui prennent l'emoji Martinique sur Internet parce qu'en fait, c'est le même que le drapeau québécois, mais à la place des fleurs de lys, vous avez 4 petits serpents blancs. Et donc, on voit bien la parenté et la transmission des traditions autour de la marine entre la Bretagne, la réinvention québécoise de ce drapeau et l'usage antillais. Il y a aussi d'ailleurs dans l'histoire de drapeau, j'ai constaté encore une fois récemment, en allant fouiller sur les trucs des États-Unis d'Amérique, là, il y a plusieurs États américains qui ont encore des drapeaux qui réfèrent aux fleurs de lys et à divers Missouri. Les Missouri et d'autres. Et il y en a même des États qu'on ne pense pas du tout, mais qui ont encore des choses des drapeaux très français, si je puis dire, enfin français ou québécois. Et souvent qui mélangent les deux, souvent qui mélangent du bleu, blanc, rouge et des fleurs de lys. Il y a souvent des hybridations bleu, blanc, rouge, fleurs de lys dans le cas américain. On voit bien qu'il y a ce qui a un peu disparu au Québec où la fleur de lys a triomphé. Aux États-Unis, on voit encore la cohabitation des deux symboles, des couleurs et du lys. Et ça permet d'imaginer française Québec. Autant, c'est ça, c'est autant français que ils ont gardé ces couleurs, les couleurs un peu, effectivement. Mais ça avait fait des débats terribles au Québec. En 1903, quand Filiatro propose son drapeau et commence à le sortir, Honoré Fréchette, qui était un peu le Victor Hugo local, qui était vraiment le grand poète canadien-français, il dit qu'est-ce que c'est que ce drapeau qu'on nous invente? C'est le drapeau de Charles VI le Fou. Et en effet, la croix de Saint-Michel apparaît à l'époque de la guerre de 100 ans, donc il disait que c'est les cléricaux qui voulaient imposer les fleurs de lys, se référait à la France d'un roi fou, qui disait-il à la France des rois qui avait vendu Jeanne d'Arc. En plus, Fréchette, il prenait Jeanne d'Arc pour lui, pour l'utiliser contre les cléricaux. Enfin, il y avait vraiment des polémiques très drôles autour de tout ça. Merci. Je vous en prie. L'aspect populaire aussi, articulé aujourd'hui du drapeau. L'aspect populaire, mais souvent est un peu contesté, le drapeau. Ah oui, si vous voulez parler un peu de la situation aujourd'hui, etc., vous voyez, c'est une histoire extrêmement compliquée, en réalité, les symboles au Québec. Vraiment, il y a de quoi écrire plusieurs romans sur comment le Québec a changé de symbole. Et en fait, je pense qu'il y a un vrai problème aujourd'hui, et je vais en parler dans un article qui devrait sortir normalement à Vigie du Québec le 21 janvier sur le sujet.
parce que ça pose des difficultés. J'ai eu plusieurs anecdotes comme ça de copains copains québécois en France ou de Québécois en Catalogne qui pour être sympathiques dans des circonstances politiques diverses se sont mis à arborer le fleur-de-lysée. Mais ça nous ramène à l'origine du fleur-de-lysée. Filiatro, pourquoi est-ce qu'il veut faire le fleur-de-lysée? Pour créer une rupture symbolique entre les Français, la Nouvelle-France, et les Québécois canadiens français. Et en fait, c'est vrai que quand vous voyez ça vu de France, ou vu par un Catalan, ou vu de l'extérieur quand vous avez un peu d'histoire française, coloniale dans votre passé familial, la fleur de lys, c'est les royalistes. C'est la contre-révolution. Et donc, ça crée tout un tas de malaise, de mécompréhension, etc. Et c'est pour ça que je pense qu'il est important de voir pourquoi il a été adopté ce drapeau. Le fait que Filiatro soit plutôt un antidémocrate, etc., c'est pas faux. Mais en fait, pourquoi est-ce que les gens l'ont vraiment adopté? C'est pas pour les arguments de Filiatro. Les arguments de Filiatro, ils n'ont pas eu d'effet sur les gens. Ce pourquoi les gens l'ont adopté, c'est que c'est le drapeau qu'ils ont arboré contre la conscription face aux Britanniques après 1946. Ce qui fait qu'ils l'ont adopté, c'est qu'ils l'ont utilisé ensuite contre l'État fédéral canadien. Donc en fait, si vous voulez, c'est un symbole monarchique, mais en fait, ça a été une prise de guerre de la population québécoise contre l'impérialisme englobant qui a pesé sur elle. C'est pour ça que les listes se sont maintenues après 1763, parce que c'était une forme de résistance. Et c'est pour ça qu'ils sont devenus populaires dans les années 1940-1960, parce qu'ils ont permis à la population d'en faire un outil de résistance face à la société englobante, etc. Et donc, je pense qu'il y a un effort à faire de relecture du drapeau, mais qui soit un effort lucide. Et entre parenthèses, je pense que bizarrement, ça a été un élément intéressant, même pour les gens, pour l'immigration ici, d'avoir ce drapeau qui distingue bien le fait qu'ils sont ici, dans un lieu particulier, qui a son drapeau qui est bien différent des autres drapeaux, même des autres provinces canadiennes, hein, et que donc, je pense qu'il y a un certain attachement même de certains immigrés à ce drapeau par ailleurs. C'est pas tous, bien entendu. Il y a des immigrés qui sont là, qui sont plus branchés sur les États-Unis ou le Canada anglais, mais un certain nombre, je pense, ça donne un élément d'intégration, si on peut dire, enfin, une relation avec quelque chose de spécial, quoi. Ah, tout à fait. De toute manière, il a d'immenses qualités esthétiques. Il a d'immenses qualités esthétiques. Et puis, les Québécois sont globalement oui, c'est ça. sympathiques du monde. Donc, les associations, ça marche bien. Bien particulière quand même par rapport aux autres drapeaux des autres. Entre parenthèses, on parlait tout à l'heure de l'influence de ce qui reste des drapeaux français. Le drapeau acadien est un exemple évidemment de ce qui reste des drapeaux bleu-rouge, hein, avec l'étoile jaune en haut, mais néanmoins, c'est ce qui reste un peu de. Je suis allé plusieurs fois en Acadie et on le voit encore le drapeau. Très populaire. Oui, c'est ça. Mais sauf qu'il existe aussi un drapeau, entre parenthèses, du Nouveau-Brunswick. Hein. Mais ça, c'est une autre histoire. Partir sur ces sujets qui pourraient nous amener assez loin. Bon, ben, je pense que c'est. C'est bon, si vous êtes. Est-ce que vous voulez. Encore une fois, je vous remercie. Je vous enverrai, comme je vous l'ai dit, l'introduction qu'on va mettre peut-être en bonne et due forme, là, hein, au moins le texte, et pour que vous soyez d'accord là-dessus. Et puis, nous avons bien apprécié, c'était bien intéressant, comme toujours. Je dis comme toujours parce que nous avons eu le plaisir de vous écouter, de vous entendre déjà il y a quelque temps sur l'épisode de la Capricieuse dont vous parliez tout à l'heure vous-même. Et donc, je vous remercie. Nous savons que Pardon ? C'est toujours un grand plaisir pour moi aussi, je vous remercie. Non, oui, c'est toujours intéressant ce que vous racontez de toute façon. Parce que vous êtes un homme de dossier, ça j'apprécie beaucoup aussi, personnellement.